Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame notamment que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Madame, messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce samedi pour une nouvelle édition de Grande Tribune. La Grande Tribune, c'est tout simplement les journaux et quotidiens du continent africain, mais surtout du continent européen, américain. Nous allons forcément décrypter et analyser toutes ces informations avec nos confrères qui vont nous appeler de tous les continents et surtout sur le continent noir. Nous avons nos directeurs de publication, nos rédacteurs en chef qui vont nous joindre pour forcément décrypter eux-mêmes et analyser l'information qu'ils ont traitée au cours de cette semaine. Pour m'accompagner dans cet exercice, tout simplement, Raoul Pépin Benabena. Bonjour Raoul. Alors, bonjour Steve Jocelengos, j'imagine que vous allez bien ce matin. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. En tout cas, nous y sommes pour le même exercice que nous avons entrepris il y a 6 semaines exactement aujourd'hui. Nous espérons mieux que nous allons pouvoir satisfaire nos téléspectateurs qui nous suivent avec beaucoup d'attention. Vous l'avez bien dit, nous sommes à la 6e édition de la Grande Tribune. Et bien sûr, mesdames, messieurs, ça se passe sur la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. Vous le savez déjà, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, cartésard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Les journalistes du monde entier ont pour habitude de vous informer 24 heures sur 24. C'est justement pourquoi ils meurent même en mission. Mesdames, messieurs, n'oubliez surtout pas, la connaissance et le pouvoir. Voici la première partie. Nous sommes sur le continent noir, la mer de l'humanité. Nous commençons bien sûr avec Niamey, sommet des chefs d'État de la CEDEAO à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Niamey relatait cette semaine que 23 chefs d'État ont présidé à la destinée de la CEDEAO en 39 ans d'existence. Alors, on va dire que le 24e chef d'État sera connu dans quelques heures seulement, mais il faut dire exactement avec Niamey qu'effectivement, nous sommes à la 44e édition et 23 chefs d'État se sont déjà succédés, donc 12 pays respectifs. Alors, vous allez voir des pays tels que le Nigeria qui tire le pavé haut avec pratiquement 7 mandats à la tête de cette organisation qui est créée, il faut le dire, le 28 mai 1975. Alors, la CEDEAO, le président Alassane Dramane Ouattara, qui accueille d'ailleurs les assises de la 44e section, va donc céder pratiquement son siège parce qu'il n'entend plus revenir pour un 3e mandat. Rappelez-vous, il est arrivé en 2012 et en 2014, ça faisait 2 mandats d'1 an chacun. Et il va donc céder son poste pratiquement à un successeur qui pourra venir soit du Libéria, soit du Cap-Vert, soit du Sénégal et peut-être même du Ghana, parce qu'il y a des noms qui sont avancés dans ce sens. Mais ce qu'il faut rappeler quand même, c'est ce chemin parcouru de la CEDEAO qui paraît très séduisant. Avec M. Alassane Dramane Ouattara, ils sont allés jusqu'à à institutionnaliser la libre circulation des biens et des personnes au sein de la communauté de développement des États de l'Afrique occidentale, de l'Afrique de l'Ouest, bien sûr. Alors, il faut donc remarquer avec Niamey que c'est un parcours élogieux qui est en train d'être félicité aujourd'hui et donc on saura certainement le communiqué final dans les prochaines heures. En tout cas, nous sommes aujourd'hui au 21e siècle et quand on parle du 21e siècle, nous sommes précisément en 2014. Aucune femme n'a jamais présidé aux destinées de la CEDEAO et selon certaines informations que nous avons, on a l'impression, alors on va vers une présidente en tout cas de la commission de la CEDEAO. En tout cas, la seule, c'est Sitliv Helen Johnson qui est la présidente du Libéria. Bon, s'il ne faut jamais qu'une femme y arrive, ça ne peut qu'être elle. Mais s'il faut y voir avec tout ce qui a été dit dans des coulisses de ces préparatifs, de cette réunion qui s'achève pratiquement aujourd'hui, il faut dire que Helen Johnson Sirleaf allait quand même avec des favoris. En tout cas, elle est grande favorite de cette présidente puisqu'on parlait encore il y a quelques jours, nous sommes
toujours dans le mois de mars 2014. Le 8 mars dernier, c'était la journée internationale des droits des femmes. Donc forcément, je pense que les chefs d'État de la CEDEAO vont devoir choisir, en tout cas comme la personne qui va devoir présider prochainement, en tout cas pour une année, au destiné de la CEDEAO. C'est tout simplement Madame Ellen Johnson-Sirleaf. On espère que dans les toutes prochaines heures, peut-être qu'avant que nous finissions en tout cas cette émission, nous allons forcément avoir le nom même de la personne qui sera la présidente, enfin le président ou le président en tout cas de la CEDEAO. Oui, mais il faut remarquer, Steve Jocelyn Goss, qu'il y a tellement à faire. Hein. Ce n'est pas un poste de plaisir. Ce n'est pas un poste juste parce qu'on veut se faire plaisir. Non, il y a à faire. Et vous allez voir que les chefs d'État qui se sont succédés, chacun a quand même apporté d'une marque particulière. On ne dit pas que Mme Ellen Johnson-Sirleaf ne peut pas apporter sa marque, mais on voit à côté d'elle un certain Macky Sall. On sait très bien sa posture actuelle en tant que l'un des leaders africains d'aujourd'hui. On a à côté le président Dramani du Ghana. Oui. Donc, en réalité, ça sera une course qui ne va sûrement pas jeter ses dés jusqu'à la fin. En tout cas, on peut déjà se réjouir parce que depuis un certain temps, la CEDEAO a voté des lois pour la libre circulation des biens et des personnes et surtout autour même des pays de la CEDEAO. Déjà, une bonne nouvelle qui nous est parvenue au cours des années qui démarrent. Il y en a 15 et le 16e pays, malheureusement, avec laquelle apporte en 2000, et c'était la Mauritanie. La Mauritanie, justement. Comme le disait à Niamey au cours de cette semaine, sommet des chefs d'État de la CEDEAO à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, à Niamey relatait que 23 chefs d'État ont présidé aux destinées de la CEDEAO en 39 ans d'existence. Et puisqu'on parle de sommet, je vais par ailleurs préciser, Raoul Pépin Benabena, que le Zimbabwe boycotte le sommet Union européenne-Afrique prévu la semaine prochaine après le refus de l'Union européenne d'accorder un visa à l'épouse du président zimbabwéen, Robert Gabriel Mugabe. Ça, c'est du Robert Mugabe, l'Africain typique, qui estime qu'il ne peut pas aller dans un sommet comme celui-là, handicapé de son épouse, parce qu'on a estimé, un moment soit-il, qu'elle est également active dans ce combat contre l'homosexualité. De toute manière, je crois que le Zimbabwe a l'appui des Africains. Justement, le Zimbabwe a l'appui des Africains. Et puis, il faut également préciser par ailleurs que Robert Gabriel Mugabe est sous le coup de plusieurs mandats d'arrêt, surtout sur le coup de plusieurs sanctions de la part de l'Union européenne. Soir Info, nous faisons un tour du côté de la Côte d'Ivoire. On parle de la CPI. Nous disait déjà Soir Info cette semaine. Blé Goudé s'est déchargé sur les autorités. Selon le journal, le président des Jeunes Patriotes a dit qu'il était aujourd'hui torturé. Il a été torturé sur son sol dans la Côte d'Ivoire actuelle. Alors, la question principale qui devrait être posée, c'est celle de savoir quel est l'impact direct que le transfèrement de Charles Blé Goudé apporte vis-à-vis du pouvoir ivoirien et de la Cour pénale internationale. Vous avez d'ailleurs vu un Blé Goudé très rassurant, très ambiant, très souriant, arriver devant les juges de la CPI comme s'il était carrément chez lui. Parce que, rassurez-vous, il avait comme impression qu'il est parti des ténèbres pour la lumière. Parce qu'il a dit lui-même, pendant tout son séjour en Côte d'Ivoire, où il a été encerclé, où il a été emprisonné, il a passé des moments extrêmement difficiles et il a même passé 10 mois étant nu. On ne sait donc pas de quelle nudité il parle, soit étant en caleçon, soit on ne sait pas exactement. On a vu quelques photos la dernière fois, on nous montrait en tout cas un Blé Goudé qui était couché nu, carrément sur le sol. C'est quelqu'un également qui dit qu'il va rentrer bientôt en Côte d'Ivoire parce qu'il ne se reproche de rien. Il dit d'ailleurs qu'il est fier d'être l'un des enfants de M. Laurent Gbagbo parce que M. Laurent Gbagbo lui a appris une chose, à convaincre et non à vaincre. Voilà. Donc, il y a quand même le fait que Charles Blé Goudé soit aujourd'hui à la Cour pénale internationale mélange quand même le climat politique ivoirien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour Blé Goudé, n'est-ce pas un soulagement d'avoir été torturé déjà en Côte d'Ivoire et d'être aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, de quitter l'obscurité pour la lumière? Si jamais il a effectivement été torturé, parce que jusqu'ici, nous n'avons pas de preuves concrètes qu'il a été torturé. Nous n'avons pas vu des images de torture d'un certain Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Mais si on peut prendre sa parole comme étant une parole crédible, voilà, oui. Une parole d'évangile, une parole crédible, on peut donc estimer que la Cour pénale internationale, même s'il est noir, peut-être qu'il peut bénéficier quand même des services plus ou moins allégés. En tout cas, selon ce que nous disait Soir Info, un quotidien ivoirien au cours de cette semaine, en parlant de la CPI, nous disait le Soir Info, eh bien, Blé Goudé s'est déchargé sur les autorités. Selon le journal, le président des Jeunes Patriotes a dit qu'il était torturé déjà sur le sol ivoirien. Il était devant les juges de la Cour pénale internationale de la Haye cette semaine. C'était jeudi exactement. Jeudi exactement, et vous l'avez vu sur notre chaîne de télévision. Et parlant bien sûr de la Côte d'Ivoire, Raoul Pépin Benabena rappelle
rappelons également que 134 prisonniers politiques ont été libérés au début de cette année 2014 au nom de la réconciliation même des Ivoiriens. Alors, mais une réconciliation qui peut prendre un coup sérieux avec le retour de Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Parce que, voyez-vous, c'était un espoir encore d'une quelconque réconciliation si jamais il pouvait y en avoir. Et ces conséquences directes du fait qu'il soit parti à la Cour pénale internationale entraînent la rupture du dialogue entre l'opposition, c'est-à-dire le Front populaire ivoirien, et le gouvernement qui estime que par cet acte, le gouvernement ne veut pas visiblement aller vers la réconciliation. Donc, c'est un climat plus ou moins morose qu'on essaye de vivre en Côte d'Ivoire. Peut-être que les prochains jours nous donneront raison ou pas, mais on pense quand même que la Côte d'Ivoire aurait pu gérer ce dossier mieux qu'envoyer Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Il faut quand même voir aujourd'hui l'essai, quelques efforts faits par le régime d'Alassane Dramane Ouattara en libérant quand même certains prisonniers politiques. On parle en tout cas pour 3 mois seulement, depuis le début de l'année 2014. 134 prisonniers politiques ont été libérés. Ils sont plus de 600. Ils sont plus de 600 prisonniers pro-Gbagbo qui sont toujours encore dans les prisons là-bas. On a vu également l'année dernière les efforts faits par le gouvernement. Vous ne pouvez pas me donner un seul nom des prisonniers pro-Ouattara qui sont en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas me donner un seul nom. Alors, il n'y a que des pro-Gbagbo. Donc, ça pose un problème sérieux. Est-ce qu'il y a une justice partielle? Est-ce qu'il y a une justice qui ne regarde qu'un seul côté et oublie l'autre côté quand on sait que la crise post-électorale en Côte d'Ivoire a permis aux uns aux autres de commettre des atrocités? Il n'y a pas seulement le groupe Gbagbo qui a commis des atrocités, il y a également le groupe de M. Alassane Dramane Ouattara et on sait très bien qu'un certain Guillaume Soro est un rebelle. Donc en réalité, cette crise telle que les choses sont faites en Côte d'Ivoire, ça sera difficile pour ce pays de revoir la réconciliation parce que on a comme impression qu'il y a un acharnement d'un seul côté et l'autre côté jouit de ses fruits calmement et ça ne fait pas le plaisir de tous les Ivoiriens. En tout cas, pour aujourd'hui, tous les Ivoiriens ont besoin d'une seule chose, la réconciliation totale de toutes les parties de la Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs notre vœu pieux. Ce que je voudrais quand même que les Ivoiriens prennent comme leçon, c'est le cas de l'Afrique du Sud. Pourquoi les Ivoiriens ne peuvent pas laisser ces affaires de Cour pénale internationale, ces affaires de poursuite à la justice, de s'asseoir à la même table, de s'asseoir à la même table, se regarder en face, dire les vérités. Les gens vont pleurer, c'est vrai, parce que ça fait mal. Les gens vont pleurer, mais ils vont finir par essuyer les larmes et ils iront de l'avant. L'Afrique du Sud est quand même un exemple palpable. Que la Côte d'Ivoire essaye de s'en inspirer et de trouver une solution définitive à ce problème ivoirien. En tout cas, l'information était contenue dans les colonnes du quotidien ivoirien Soir Info dans sa parution de cette semaine. Restons en Côte d'Ivoire, cette fois-ci avec notre voix pour redonner espoir aux Ivoiriens. 12 partis politiques unissent leurs forces. L'information contenue dans les colonnes de notre voix précisait cette semaine que l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire entend barrer la route à Alassane Dramane Ouattara à la prochaine présidentielle prévu en 2015. Alors, on va tout simplement remarquer que le climat politique qui prépare déjà les élections de 2015 en Côte d'Ivoire se prépare déjà avec cette opposition qui s'est réunie. Le Front populaire ivoirien a réussi à réunir avec lui 11 autres partis pour faire un front commun, ce qu'ils ont appelé l'Alliance des forces démocratiques de la Côte d'Ivoire. Exact. Forcément pour barrer la route à M. Alassane Dramane Ouattara, qui également, de son côté, guette encore une nouvelle fois cette alliance avec Henri Konan Bédié pour former finalement le rassemblement des Oufouettistes. Donc, en quelque sorte, c'est le jeu politique que la Côte d'Ivoire veut déjà nous démontrer, ce qui a d'ailleurs eu lieu lors de la dernière élection. N'oubliez pas que le second tour a fait l'objet des alliances, d'où la victoire de M. Alassane Dramane Ouattara, même si c'est une victoire qui a été contestée. Voilà. Oui. Donc, il faut quand même remarquer que c'est ça. Monsieur Alassane Dramane Ouattara aura donc en face de lui une opposition extrêmement rigoureuse et extrêmement atroce à son régime. Et ça ne sera pas quand même des mêmes mortes que celle-là ira aux élections. En tout cas, c'est également ça la démocratie. Et notre vœu le plus cher, c'est justement que ce genre de choses se fasse. Puisqu'on parle de démocratie, d'un parti, on a un côté, de l'autre côté, on a une autre partie. Et justement, pour se rencontrer, on espère tout simplement qu'il y aura un grand gagnant lors de cette présidentielle prévue en 2015. Quand vous l'avez vu cette semaine dans notre voix pour redonner espoir aux Ivoiriens, 12 partis politiques unissent leurs forces. L'information était contenue cette semaine dans les colonnes du quotidien ivoirien Notre Voix qui précisait que l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire entend barrer la route en 2015 à Alassane Dramane Ouattara, le chef de l'État de la Côte d'Ivoire.
Information qui était à lire en tout cas dans les colonnes du quotidien ivoirien. Mais Raoul Pépin Bena, il y a quand même d'autres partis politiques ivoiriens qui ne sont pas encore entrés en tout cas dans Oui, cette oui, il y a alliance. environ 5 partis politiques de l'opposition qui ont refusé l'appel de M. Pascal Affi-N'Guessan parce qu'ils estiment qu'ils peuvent aller soit de façon libre ou alors ils ont l'intention de se rallier à la majorité présidentielle. En réalité, c'est des calculs politiques et on ne peut pas leur en vouloir de n'avoir pas cédé aux caprices de M. Pascal Afin Affi-N'Guessan qui nourrit quand même les ambitions d'un Laurent Gbagbo II. Donc en réalité, c'est de bonnes guerres. En tout cas, pour certaines informations qui nous viennent en tout cas du côté de la Côte d'Ivoire, ces partis disent en tout cas qu'ils aimeraient avoir un bon partage du pouvoir si, au cas où en tout cas, cette alliance arrivait à la présidentielle. Une chose est sûre, c'est que quand il y a alliance, il y a forcément des cahiers de charges. Donc ça veut dire que si vous atteignez votre C'est objectif, justement aujourd'hui la négociation. oui, si vous atteignez votre objectif, chacun sait déjà à quoi s'en tenir. Donc c'est ça les alliances. C'est pour ça que vous allez voir certains partis refuser de signer de certaines alliances parce que la manière, la vision dont ils projettent n'est pas la même vision que le parti qui demande cette alliance. Donc, par conséquent, ces partis préfèrent aller en rang dispersé. Mais en réalité, c'est un jeu politique où chacun veut tirer la couverture de son côté. Malheureusement, si vous êtes le plus malin, ou alors heureusement, si vous êtes le plus malin, vous prenez la grosse part. Mais si vous êtes le moins malin, vous perdez. C'est quand même un gros silence, pour ne pas dire un silence aussi rempli de mutisme, en tout cas entre M. Harim Konan Bendie et Alassane Draman Ouattara depuis un certain temps. Non, pas un mutisme, c'est plutôt des calculs politiques. C'est des gens qui, par personne interposée, essayent quand même de négocier. N'oubliez pas que le PDCI de Henri Konan Bédier a d'ailleurs subi également un tourment parce que lui-même, il a failli quitter le siège de ce parti parce qu'il y a certains de ses camarades qui lui reprochent trop son attachement à M. Alassane Draman Ouattara. Donc, il n'a pas eu du sommeil facile, mais en réalité, en tant qu'un homme politique aussi très avisé et surtout très aguerri à la matière, il a réussi à revenir à la tête de ce parti et stabiliser les choses. Donc, on pense quand même que ça sera un jeu politique PDCI, RDR. On nous appelle depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour. Allô, bonjour. Nous avons un appel depuis la Côte d'Ivoire, précisément Abidjan. La une de Soir Info oui, et la une de Notre Voix. Concernant la une de Soir Info qui titrait que M. Charles Bleu vous dit qu'il a été torturé à la DST. Pour les cas de torture, vous savez que les cas de torture sont légion dans nos prisons. Et les photos que nous avons vues de Charles Bleu Goudé couché avec une culotte, on sent que le Charles Bleu Goudé que nous voyons à la télévision, c'est pas le Charles Bleu Goudé qu'on a vu là. Donc quand il parle de torture, c'est lui qui le dit, donc c'est lui qui l'a vécu. Donc on ne ferait que croire à ce qu'il dit. Le gouvernement viendra toujours pour justifier, pour dire que non, on n'a pas torturé, mais c'est le rôle même du gouvernement de nier. Mais si le monsieur lui-même qui est concerné dit qu'il a été torturé, sûrement il a été torturé. Et là, nous prenons cette information comme la bonne. Celui que c'est lui la victime. Et c'est ça. Donc concernant le nombre de prisonniers en Côte d'Ivoire, vous savez qu'il y a pratiquement près de 1000 prisonniers politiques. Donc si on a libéré 134 000, voilà. Combien, comme l'a dit M. Bena, combien de pro-rata aujourd'hui qui sont en prison? Donc c'est la question qu'on se pose. Concernant la une de Notre Voix qui parlait des partis politiques qui sont unis, vous savez que les partis politiques qui sont unis, c'est les partis significatifs de l'opposition. C'est les partis significatifs. Sinon, le reste, les 5 autres partis, c'est le parti de Mamadou Koulibaly, le parti de Koulibaly Gervais, qui sont aujourd'hui plus ou moins apparentés au pouvoir en place, qui négocient des positions au niveau du pouvoir pour pouvoir partager le gâteau. C'est des gens qui étaient avec Laurent Gbagbo parce que Laurent Gbagbo était président et qui leur donnait certains prébendes. Aujourd'hui, Affi-N'Guessan n'a plus les moyens pour leur donner les prébendes. Donc, si Affi les appelle, bon, ils préfèrent aller vers le pouvoir en place. Donc, c'est normal. C'est comme ça que les oppositions en Afrique marchent. Le pouvoir divise toujours les oppositions. Mais je pense que les 12 partis qui se sont réunis, c'est les 12 partis politiques significatifs de l'opposition. Surtout qu'il y a le FPI, il y a le RPP de Laurent Donafologo qui est issu du PDC, l'ancien secrétaire général du PDC qui a du monde aussi. Donc c'est les partis qui ont été, qui sont significatifs. Concernant la vision du gouvernement sur la réconciliation, le gouvernement a une autre vision. Eux, chez eux, la réconciliation, c'est de prendre les pro-Gbagbo pour les mettre en prison.
C'est tout, la réconciliation. Sinon, si c'est la véritable réconciliation, c'est soit faire une justice pénale où on condamne les deux côtés, ou bien une justice transitionnelle qui nécessite que nous nous asseyons et que chacun reconnaisse sa faute et que nous passons à une autre étape. Voilà un peu, messieurs, ce que je tenais à dire et je prie pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix et qu'il y ait plus de sincérité. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est également notre vœu pieux pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix totale et surtout unie. Parce que c'est une seule et unique Côte d'Ivoire que nous en avons besoin. Pas surtout deux Côte d'Ivoire comme cela se voit aujourd'hui via déjà la presse écrite, mais également via les partis politiques et surtout la classe politique. Et de l'autre côté, les pro-Gbagbo et sans oublier les pro-Ouattara. Comme le disait monsieur, il n'y a pas seulement 600 prisonniers aujourd'hui, il y a plus de 1000 pro-Gbagbo aujourd'hui en prison. On a même été très modeste sur ce plateau en parlant de 600. Il y a au moins 1000 prisonniers tel qu'il a dit. Mais il faudra dire, Steve Jocelyn-Goss, que nos confrères de la Côte d'Ivoire n'ont pas quand même facilité aussi la situation en Côte d'Ivoire parce qu'il y a eu comme une guerre intermédiaire, c'est-à-dire que par médias interposés, les partis politiques ont eu le temps de s'insulter, de se dire des choses, des atrocités, et cela n'a pas du tout donné des bons points à la presse ivoirienne qui aujourd'hui, pourtant, c'est une très grande presse, c'est des confrères que nous connaissons très bien. Très bien, nous les connaissons super bien. Qui ont des très bonnes plumes. Mais le fait qu'il il n'y a pas vraiment une liberté d'aller chercher cette information. Le fait qu'il se soit aussi livré à cette bataille n'a pas facilité les choses en Côte d'Ivoire. Nous avons M. Kwame depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour M. Kwame. Oui. Bonjour. Bonjour monsieur. J'ai voulu tout simplement dire sur la maltraitance dont a été victime M. Blé Goudé, qu'on ne peut pas le mettre en doute. Pourquoi? Parce qu'il est établi que Blé Goudé faisait l'objet de poursuites judiciaires et va se retrouver dans une prison. Il ne l'est pas. Et le fait de n'être pas dans une maison d'arrêt démontre déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est clairement reconnu qu'il était inaccessible. Les choses par ses parents, ses avocats, personne ne pouvait le voir. C'est en cela que ça ne fait même pas l'objet du départ, cette maltraitance. Ça ne fait pas quel est ce prisonnier-là dans le monde entier qu'on ne peut pas voir, que l'avocat ne peut pas parler, à qui l'avocat ne peut pas parler. Donc, c'est pour dire que mon professeur a parlé de l'état physique que tout le monde connaît. Il n'est pas comme ça. Vous aussi, de loin, vous l'avez vu auparavant. C'est pas comme ça. Mais ça veut dire que ces maltraitances, ces actes de maltraitance sont avérés. Ça se passe des commentaires dans la mesure où il n'était pas détenu dans un endroit où on doit le détenir. Il ne jouissait pas de ses droits. Le pouvoir ne peut pas le contester, le pouvoir ne le contestera pas. Et c'est une réalité. Ce n'est pas des choses qu'il raconte qui peuvent être tirées de l'évangile, mais c'est une réalité. Pourquoi quelqu'un qui fait l'objet d'une procédure? Merci beaucoup, M. Kwame. M. Kwame qui est en train de nous dire justement que on ne voit pas, on n'a jamais vu un prisonnier pareil, un prisonnier qu'on ne peut pas visiter, qu'on ne peut pas visiter, dont il ne peut pas rencontrer son avocat. Mais déjà, on va revenir dans un instant pour prendre M. Jean-Claude depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Jean-Claude qui nous appelle depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour. Vous avez l'antenne, on vous écoute. Pouvoir actuellement que moi j'ai... Oui, j'appelle la Côte d'Ivoire, je suis à Abidjan, c'est un pouvoir que... C'est un pouvoir que moi j'ai soutenu quand le président Bédine nous a demandé de voter à la SAN, mais aujourd'hui je suis vraiment déçu. Allez-y, on vous écoute. Vous avez l'antenne. Je suis vraiment déçu parce que au temps du président Houphouët-Boigny, oui, au temps du président Houphouët-Boigny, on ne peut pas amener un Ivoirien à la haie, mettre un Ivoirien en prison qu'on ne peut pas voir. Je sais que Blé Goudé a fait quand même de mauvaises choses, mais nous sommes dans un pays de paix, de réconciliation, et je suis déçu le pouvoir en place. Nouma, Blé Goudé, il nous a dit, moi je suis sur votre antenne, je l'ai vu, il a dit qu'il a été torturé, et ses droits ont été bafoués. C'est vrai, Blé Goudé, il a suivi Babo, on a fait la guerre, il est aussi un co-auteur, mais il faut que les autres soient aussi interpellés. Et puis, nous vous avez dit en toute chose, cette histoire de RHDP, c'est de la mascarade.
Quand ça arrange au nord, il n'y a pas RHDP. Quand c'est au sud, c'est RHDP. Je suis dessus et je souhaiterais que le président Bédié y pense. Parce qu'en 2015, on ne va pas les suivre comme des moutons. Je vous remercie, que Dieu donne la paix en Côte d'Ivoire. Bonne journée. Merci beaucoup et que la paix en Côte d'Ivoire, nous également, nous la voulons à tout prix. Comme le disait bien sûr Jean-Claude qui nous appelait depuis la Côte d'Ivoire et surtout M. Kwame. On n'a jamais vu un prisonnier qui n'a pas été visité par ses parents, qui n'est pas visité par ses proches, ni par son avocat, qu'on ne peut pas rencontrer. Et surtout, il nous soulignait par ailleurs qu'au temps de M. Houphouët-Boigny, on ne pouvait pas se permettre de prendre un prisonnier et de l'envoyer à la Cour pénale internationale. Autre chose également, M. Jean-Claude nous disait qu'il a voté parce que Henri Konan Bédié leur avait demandé de voter Alassane Dramane Ouattara. Mais aujourd'hui, il est déçu par l'attitude du gouvernement ivoirien. Alors, cela remet en cause ces votes censure, ou alors cela remet en cause ces votes qui sont parfois ordonnés de gauche à droite. Et il faudra que vous puissiez prendre votre propre responsabilité. En allant voter, ça veut dire que vous avez décidé de suivre quelqu'un dont les idéologies sont les vôtres. Donc, il est hors de question de dire aujourd'hui qu'on regrette un vote quelconque. C'est dit donc que ce monsieur ne sait pas exactement ce que c'est que le vote. Ça, on est désolé. Mais en réalité, tous déplorent la situation que nous déplorons ici depuis un bon bout de temps. Je crois qu'on est indépendant. On a quelqu'un qui nous appelle tout droit depuis le Bénin. Il s'appelle Philippe. Bonjour Philippe. Philippe, depuis le Bénin, vous avez l'antenne. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, vous avez l'antenne. Ok. Donc, je suis très content de votre émission. Donc, je suis souvent l'émission et je vous encourage beaucoup pour tout ce que vous faites. Premièrement, je tiens à vous soutenir pour je ne sais pas où vous avez trouvé l'initiative pour organiser cette émission pour que toutes les affaires puissent ce qui se passe un peu partout en Afrique. Donc, je veux savoir que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je ne sais même pas M. Charles de l'idée qui est à la cause de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Parce que j'étais en Côte d'Ivoire quand la mutinerie de 99 a commencé. Et je sais, on a marché avec M. Gbagbo, quand M. Gbagbo a dit tous les Béninois, tous les Ivoiriens sortaient pour aller marcher pour prendre le pouvoir dans la main des militaires. On les a soutenus. Mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les mêmes ennemis qui sont venus, qui ont fait ce que M. Gbagbo a fait dans le temps. C'est la même chose qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce qu'il y a un maître des occidentaux qui sont derrière, qui poussent souvent les Africains à faire de mauvaises choses. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux faire que dire à toutes les Ivoiriens de se patienter, de voir ce qui va se passer là-bas à Tigos. Là, ce ne sont pas des animaux qui sont là-bas, ce sont des êtres. M. Charles de Goudet est parti là-bas, je sais qu'il est innocent. S'il est coupable, mais il y aura des membres du gouvernement aussi qui seront coupables. Les membres du gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara qui seront coupables. Je vais finir pour vous encourager. Merci beaucoup Philippe. Je rappelle que vous nous appeliez depuis le Bénin, depuis Cotonou. Au Bénin, merci pour votre intervention. Justement, on sait une chose simple, c'est que les Ivoiriens doivent s'unir. Les Ivoiriens doivent faire le maximum d'efforts possibles de se regarder et surtout chercher la paix mutuelle pour la Côte d'Ivoire. L'information était contenue, en tout cas contenue dans les colonnes du quotidien Notre Voix, qui nous disait que pour redonner espoir aux Ivoiriens, 12 partis politiques unissent leurs forces. L'information précisait par ailleurs que l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire entend barrer la route à Alassane Dramane Ouattara à la prochaine présidentielle prévue en 2015. On a d'ailleurs vu une personne qui nous appelait depuis la Côte d'Ivoire qui nous faisait comprendre qu'en 2015, ils ne vont surtout pas être trompés comme ils l'ont été il y a, en 2011 en tout cas. On espère tout simplement que les choses vont rentrer dans l'ordre. Tout à fait. Nous allons quitter la Côte d'Ivoire pour aller voir l'enquêteur qui nous parlait de IBK ATT. On parle de ATT, l'apothéose, titrait l'enquêteur qui parlait des principes de la continuité de l'État et de l'élégance républicaine rappelée. Et bien sûr, on parlait de Amadou Toumani Touré. Et nous avons le directeur de publication, alors le rédacteur en chef de l'enquêteur, au bout de la ligne. Bonjour. Le directeur de publication, au bout de la ligne. Bonjour. Ok. Allô, bonjour. Vous dites le président de la République, c'est son excellence Ibn Boketa,
à mettre la au même titre, il y avait la sécurité, le net. On a quelques petits problèmes au téléphone avec le directeur de publication de l'enquêteur qui nous parlait cette semaine de IBK chez Amadou Toumani Touré. On parle de Ibrahim Boubacar Keïta chez l'ex-chef d'État Amadou Toumani Touré. L'apothéose titre déjà l'enquêteur cette semaine qui parlait des principes de la continuité de l'État et de l'élégance républicaine. Justement, Raoul Pépin Bena, deux chefs d'État, un ex-chef d'État et surtout celui qui est au pouvoir se rencontrent justement pour une belle mutualité. En réalité, ce n'est pas exactement de ce que la titraille nous fait savoir. La titraille nous dit tout simplement que le président Ibeka était dans la région natale de ATT. Il a passé 4 jours durant lors d'une tournée dans le Mopti, la région du Mopti, qu'il a d'ailleurs amené à visiter pratiquement 5 régions. Je crois qu'on a un appel. Non, on est toujours avec vous, monsieur Raoul. D'accord, je crois que je disais donc ATT, plutôt IBK était dans la région natale de ATT, c'est-à-dire que dans la région de Mopti, où il a passé pratiquement 4 jours, donc c'était du 17 au 20 mars 2014. C'était dans une tournée d'ailleurs de prise de contact, de remerciement de ces populations pour l'avoir plébiscité. Je crois c'était le 17, pour l'avoir plébiscité le 11 août 2013. Et il est allé également pour quelques actions sociales, notamment avec cet hôpital régional de Somine Dolo qui a été inauguré. Bref, Ibeka est allé rassurer ces populations qui lui ont fait confiance et c'était dans la région natale du président Amadou Toumani Touré. Nous allons prendre M. Aliou Badara, le directeur de publication de l'enquêteur. On espère que les problèmes de téléphonie se sont arrangés tout de suite. M. Aliou Badara, vous avez l'antenne. Ok. Je disais, le président de la République du Mali, son excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a effectué sa première tournée nationale en tant que chef d'État du lundi 17 au 20 mars dernier. C'est dans la 5e région administrative du Mali à Mopti. Au milieu de cette visite, il y avait la sécurité, l'éducation, l'agriculture, l'énergie, eau et les infrastructures. Cette visite a été l'occasion aussi pour le président de la République de remercier ses compatriotes qui l'ont plébiscité le 11 août 2013 à l'occasion de la présidentielle de 2013. Il a profité aussi de l'occasion pour vérifier sa forme de popularité et de rassurer ses compatriotes. La première étape de cette visite a été la visite au camp militaire de Chevaret, camp militaire Balogo de Chevaret. On vous écoute, M. Aliou Badara, vous avez l'antenne. Le camp militaire Balogo de Chevaret, où le président a eu à faire l'arrivée des troupes, il a remis aussi des équipements militaires et a inauguré ce qu'on appelle le centre. Il a lancé des travaux de construction d'hébergement des militaires. Le lendemain, la seconde étape a été l'inauguration de l'hôpital sommaire de l'eau de Chevaret, qui coûte à l'État malien, à ses partenaires franco-belges, d'un montant de plus de 6 milliards. L'étape de Bankas Koro a concerné l'inauguration des centrales hybrides pour l'eau et l'énergie, l'éclairage public au niveau des deux villes. Là-bas aussi, il a profité pour lancer les travaux de la construction de la route tronçon Bankas Koro jusqu'à la frontière de Guinée. À Bajagara, il a profité pour visiter ce qu'on appelle le lycée public, de Bajagara. La dernière étape a concerné l'étape de Guinée, où il a lancé des travaux de la construction des casiers et des écoles de Sarantomo. Et il a visité aussi le CI de Guinée qui coûte une enveloppe financière de plus de
123 milliards de francs CFA. Tout ce qu'on peut retenir quand même de cette visite, la visite a été très populaire. Et puis, là-bas, IBK a profité de l'occasion pour au moins rappeler ce qu'on appelle les principes de la continuité et la continuité de la République, en rendant hommage à son président à Maurice Touré, actuellement à l'exil au Sénégal. C'est tout ce qu'on peut retenir par rapport à cette visite du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, dans la jeunesse malienne. Merci beaucoup, monsieur Aliou Badara. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal malien L'Enquêteur qui vous parliez. Vous nous parliez déjà cette semaine de IBK sur ATT. Vous avez bien compris ce que monsieur Aliou Badara nous disait. Justement, le président IBK a tenu à rendre hommage à Amadi Toumani Touré qui n'est plus franchement au Mali. Également, il était question pour du côté le Mopti de parler de l'énergie, de l'eau et surtout de l'électricité. Il a d'ailleurs aujourd'hui inauguré un barrage hydroélectrique. Il a parlé de la construction des routes. Il a parlé en tout cas de mettre un réseau électrique pour tous les habitants en tout cas de cette localité. Donc en fait c'était une occasion pour lui de rendre hommage à l'ancien président de la République du Mali qui est tout simplement Amadi Toumani Touré. En tout cas, l'enquêteur est tout à fait libre de penser ainsi. Mais le président IBK était dans son bon rôle, celui d'aller au contact avec ces populations, toucher du doigt les réalités de ce peuple malien et puis faire ce qu'il devrait faire, c'est-à-dire leur donner de l'électricité, leur donner de l'eau, goudronner des routes et pourquoi pas se rassurer que le pays va mieux. Donc la visite à Mopti n'était pas seulement ce que vous parlerez aujourd'hui, rendre hommage à ATT, même s'il l'a fait d'une autre manière, mais le président était dans son élément. En tout cas, nous le savons, il était dans son élément. L'information était contenue dans les colonnes du quotidien malien. L'enquêteur dans sa parution de cette semaine. Direction le Bénin avec la nouvelle tribune. Marche pacifique des travailleurs, une monumentale victoire. L'actif des centrales syndicales titrait la nouvelle tribune cette semaine qui nous apprenait que plusieurs Béninois de toutes les couches sociales sont descendus dans les rues de Cotonou pour réclamer la liberté. En réalité, on va remarquer qu'après la marche du 27 décembre 2013, finalement, les centrales des syndicats ont mis ça. C'est-à-dire qu'on remis ça oui. Pour cette semaine où on a quand même vu une marche qui a fait beaucoup parler d'elle-même au Bénin avec ces syndicats et qui sont sortis pour réclamer la liberté. Oh, Christophe depuis la Côte d'Ivoire. Nous faisons déjà un petit clin d'œil à Christophe depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour Christophe. Christophe depuis la Côte d'Ivoire, okay. Bonjour. Bon, j'ai voulu tout juste intervenir un peu. Nous vous écoutons, vous avez l'antenne. Intervenir un peu par rapport à ce que le précédent a dit, parce que j'ai pris le... Christophe, vous avez l'antenne. Nous attendons votre intervention. J'ai pris ça en marche. Oui, j'ai pris un peu le train en marche. Mais c'était tout juste ça pour signaler que lorsque en 1999, ils ont demandé à ce que Gbagbo a demandé à ce que le peuple descende dans la rue, c'était à elles les mêmes nuits qui sont allés arracher le pouvoir. Contrairement à ce que lui dit, ils sont descendus dans la rue avec des gens qui viennent de l'extérieur pour armer, pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas le même registre. Donc, je voudrais intervenir sur l'incarcération de Blé Goudé pour dire que ce qu'il est en train de dire est tout à fait réel parce qu'il ne peut pas mentir sur lui-même sa conscience. C'est ce qu'il a dit au tribunal, à la CPI. Quelqu'un ne peut pas mentir sur lui-même sa propre personne. Depuis qu'il a été incarcéré, on ne pouvait pas le voir, on ne pouvait pas l'entendre, on n'a pas d'informations sur lui. Mais que disent les journaux de maintenant? Donc, je pense qu'il faudrait qu'on soit véridique. Lorsqu'on appelle, je vais parler du Béninois qui a appelé tout dernièrement, s'il ne connaît pas une histoire, il faudrait qu'il se taise. Voilà, il faudrait qu'il se taise parce que ça là, nous on ne peut jamais cacher l'histoire. Nous avons vécu en Côte d'Ivoire, nous savons ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas la peine qu'il puisse intervenir dans des histoires qui ne connaissent pas les contours. Blé Goudé, il est resté constant dans tout ce qu'il a fait. C'était tout juste pour mobiliser toute la jeunesse, tous les patriotes de la Côte d'Ivoire, et même éveiller la conscience même de l'Afrique. Et c'est ce qu'il a fait jusque-là. Il a été incarcéré, où on l'accuse de beaucoup de choses. Le tribunal est ce qu'il est. Il a bien dit, il a clamé que s'il est innocent, il faudrait qu'on le laisse partir chez lui. Voilà.
Merci beaucoup Christophe pour votre intervention. Je rappelle déjà que celui qui nous appelait depuis le Bénin, je pense qu'il est toujours ivoirien, peut-être qu'il n'est plus sur le sol ivoirien depuis un certain temps, mais il a bien tenu à participer à cette autre édition de Grande Tribune. Et justement, on ne peut pas mentir sur soi-même. Vous savez qu'il y a beaucoup des exilés qui sont Justement. soit au Bénin, soit au Burkina Faso, soit au Ghana. Donc c'est fort bien. Il peut être un Béninois, il peut également être un Ivoirien. Un Ivoirien également. On parlait tout à l'heure de la nouvelle tribune avec les centrales syndicales qui sont descendues dans les rues. Alors on disait qu'après la marche du 27 décembre 2013, qui a quand même été une marche sanglante, n'oubliez pas qu'il y a eu une représaille, une forte représaille de la part de la police. Alors les syndicats se sont rassemblés davantage et sont revenus cette semaine pour marcher, pour demander le départ du préfet de Cotonou et son commissaire de police qui ont commis des exactions, des atrocités en allant frapper sur des populations et faire des victimes. Alors c'était une marche baptisée une marche de la liberté parce qu'on n'avait plus jamais vu ça depuis le 27 décembre 2013. Donc les Béninois, pour eux, pour ceux qui ont marché, c'était une date qui restera à jamais dans l'histoire du Bénin. Nous avons réussi à marcher malgré la représaille. Nous avons réussi à demander le départ de monsieur le préfet, même si jusqu'à présent, le président Boni Yahi n'a pas encore réagi. Mais c'était quand même une victoire pour ces centrales syndicales. Une victoire en tout cas pour les centrales syndicales du Bénin, selon ce que nous rapportait la Nouvelle Tribune cette semaine, qui nous apprenait que plusieurs Béninois de toutes les couches sociales sont descendus dans les rues cette semaine de Cotonou pour réclamer la liberté, mais surtout le départ du préfet et du commissaire de Cotonou. Jusqu'à preuve de contraire, le président béninois Thomas Boni Yahi n'a pas encore réagi et nous le connaissons comme étant un homme très réfléchi. Il va forcément prendre du temps pour réfléchir à cette situation avant de prendre une décision quelconque. C'est d'ailleurs l'un des rares chefs d'État qui a officiellement dit qu'il n'allait pas revenir en 2016. Et justement, un des rares chefs d'État à l'avoir dit, et nous disons tout simplement que, eh bien, que les choses avancent en tout cas sur le continent noir. On espère que le virus de l'homme politique ne va pas le piquer pour qu'il revienne pour un autre mandat, tout en retouchant aussi la Constitution. En tout cas, ce n'est pas son cas. Il a déjà prévenu. Je ne reviendrai pas en 2016. Le Soleil, nous sommes là au Sénégal. L'an 2 de Macky Sall, le Soleil parlait des chemins de l'espoir. Le journal qui dresse le bilan de son action en 2 ans révélait un État modeste prôné par Macky Sall et qui soit aux antipodes même de la flamboyance du régime précédent. On parle tout simplement du régime de Maître Abdoulaye Wade. Alors, 507 routes bitumées, 507 kilomètres de routes bitumées, des projets, des infrastructures financées à hauteur de 800 milliards de francs CFA. Voilà, j'étais comme ça, l'un des bilans les plus élogieux de M. Macky Sall depuis son élection. Il y a de cela 2 ans exactement qu'il a été élu. Alors, le 4e président de la République du Sénégal semble être un séducteur aujourd'hui de par les actions qui sont posées de part et d'autre, d'où d'ailleurs la titraille de nos amis du quotidien Le Soleil, les chemins de l'espoir. Cela dit tout. Donc, le président Macky Sall est dans une logique d'une démocratie moderne et bien évoluée. Rappelez-vous qu'il a demandé à ce que les institutions soient revues. Voyez-vous, il y a une réforme institutionnelle qui fait débat en ce moment au Sénégal, avec notamment certains articles qui ne semblent pas avoir l'apanage de ses propres membres du même pouvoir, du même parti. Donc vous comprenez donc que le président Macky Sall vient avec une rupture, une totale rupture avec les régimes précédents. Alors vous comprenez donc, Steve Jocelyn-Goss, que le 4e président sénégalais est un homme modeste, en réalité qui mérite toutes ces prouesses, même si nous pensons que le politicien est interchangeant. En tout cas, nous lui devons toute notre sympathie et comme on voit bien sûr, le quotidien Le Soleil, nos confrères ont choisi les chemins de l'espoir et comme le disait bien sûr un Sénégalais, on peut tout nous arracher. On peut nous arracher nos maisons, nos richesses, nos femmes, mais la seule chose qu'on ne peut nous arracher, c'est l'espoir. L'espoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui et on espère tout simplement qu'au Sénégal, demain sera meilleur encore. Alors, je vous donne quand même cette phrase magique que Le Soleil a eu à utiliser. Il a réussi à donner un gros coup de vent dans la fourmilière politique de son pays, c'est-à-dire en traquant les gestionnaires véreux et en ramenant les réformes institutionnelles, en réduisant le train de vie de l'État. Ce n'est pas assez facile pour quelqu'un qui gagne habituellement 500 000 francs de carburant et on lui demande de ramener ça à 100 000. Il faut assez de courage pour arriver à ce niveau. On a également vu la semaine dernière sa grande visite du côté de la Casamance et certains journaux et quotidiens sénégalais nous faisaient savoir tout simplement qu'il a réussi là
où beaucoup ont échoué, échoué. notamment ses prédécesseurs. Notamment ses prédécesseurs. Le Soleil, l'an 2 de Macky Sall, Le Soleil parlait des chemins de l'espoir. Cette semaine, le journal qui dresse le bilan de son action en 2 ans révélait un état modeste prôné par Macky Sall et qui soit aux antipodes de la flamboyance du régime précédent, le régime de Maître Abdoulaye Wade. Nous restons au Sénégal cette fois-ci avec Sud Quotidien, vote de loi sur la déclaration de patrimoine. Les députés à l'abri de la transparence, c'est ce que nous disait Sud Quotidien cette semaine lorsque le journal a titré, bien sûr, sur les ministres à nu, les élus à couvert. Alors, on va tout simplement dire qu'il y a quand même une question centrale qu'il faut se poser. Est-ce la révolution, est-ce une véritable révolution, est-ce une manière de sécuriser les fonds des derniers publics que de demander aux ministres d'être seuls responsables, les députés non, alors qu'on sait que les députés gèrent également des micro-projets ou même des gros projets qui donnent énormément d'argent dont ils doivent être directement responsables. Alors, c'est la question qui est posée au niveau de l'Assemblée nationale du Sénégal qui, quand même, bat le plein dans cette loi qui, finalement, met à nu les ministres, mais couvre plutôt les députés. On se demande bien pourquoi cela. Est-ce un acharnement contre les ministres? Autant de questions. Et il y a eu ce débat. C'est vrai que certains députés ont pensé que non. Ce n'était pas de bonne guerre. Il fallait bien que les députés répondent également de leur gestion. Il n'y a pas que les ministres qui gèrent énormément d'argent au Sénégal, y compris les maires. Rappelez-vous, les maires devraient rendre compte de leur gestion lorsque votre budget est au-delà d'1 milliard de francs CFA. Ça veut dire que si vous avez 900 millions de francs CFA à gérer dans un marché, vous n'avez pas de compte à rendre, vous n'êtes pas directement tenu à rendre compte par cet organe qui est créé et qui sera mis en place et qui va compter 8 magistrats qui vont donc gérer cet organe tenu aujourd'hui à traquer les gestionnaires véreux. En tout cas, on parlait de la transparence dans le patrimoine. On parlait également de la transparence dans le patrimoine des ministres seulement. C'est justement là où Sud Quotidien s'interrogeait et nous faisait comprendre que les ministres sont à nu. Aujourd'hui, les députés sont plutôt à couvert. Tout le monde les couvre. Malheureusement, les ministres aujourd'hui sont à nu. Ils doivent forcément nous dire combien ils ont déjà dans leur banque, combien ils possèdent avant même de devenir ministre, avant d'être nommé ministre. Et pourtant, ça devait être également le cas pour les députés, pour les maires et les autres également. Tout à fait. Il y a eu ce débat également. Il y a eu ce débat également à l'Assemblée nationale sénégalaise où il fallait procéder par la déclaration du patrimoine. Ça veut dire que vous devrez dorénavant dire ce que vous avez au moment où vous prenez un poste de gestionnaire. Et ça a également créé des problèmes parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas mettre à nu leur richesse, qui estiment que c'est une richesse assez énorme qui peut leur poser des problèmes. Mais en réalité, cela participe quand même de la lutte contre la corruption telle que l'avait annoncé le président Macky Sall. Il semble tout faire pour ramener le Sénégal à un état modeste, pourquoi pas sérieux. En tout cas, on se rappelle également de ce scandale qui a eu lieu l'année dernière du côté de la France avec le cas de monsieur Jérôme Cahuzac. Jérôme Cahuzac qui avait de sérieux problèmes. Justement, on disait qu'il avait de l'argent dans les paradis fiscaux. Et d'ailleurs, sa femme est sortie ces derniers jours-ci de sa réserve pour faire comprendre, en tout cas à tous les Français, qu'il y avait un autre paradis fiscal dans lequel son mari avait quelques sommes d'argent. Et on se rappelle de ce que le chef de l'État français, François Hollande, a demandé à tous ses ministres de dire ce qu'ils ont comme patrimoine. Alors, mais on s'en souvient également que cette affaire a mis à nu les menteurs, parce que rappelez-vous, il y a eu trop de mensonges autour de cette affaire. Finalement, lorsque le monsieur a été coincé, il était obligé de dire de la vérité, donc les blancs mentent aussi. Justement, c'est justement pourquoi on est en train de souligner également le cas du côté du Sénégal où Sud Quotidien nous parlait. Et comme vous pouvez le voir en tout cas à la grande une de ce journal cette semaine, les élus, les ministres à nu, les élus à couvert. Direction le côté de Burkina Faso. Nous sommes là avec l'observateur Palga présidentiel 2015, mise à jour du fichier électoral à partir du 30 avril. Le dernier, selon l'observateur Palga, les membres de la commission électorale indépendante devront se déployés sur l'ensemble du territoire national. Nous l'avons autant dit au cours des éditions de Kiosque Africain. Finalement, le chef de l'État burkinabé, M. Blaise Compaoré, nous a entendu. Il a entendu en tout cas le cri parce qu'on se posait bien la question de savoir est-ce qu'il y aura vraiment une élection présidentielle en 2015. Effectivement, il n'y avait aucune visibilité dans le calendrier électoral du Burkina Faso. Il n'y avait aucune lecture parce que, voyez-vous, depuis que ce fameux débat de la révision de l'article 37 a été mis en branle au Burkina Faso, depuis que le Sénat pose problème à ce monsieur, on a cru que le Burkina Faso n'avait plus une vie politique. Alors, M. Blaise Compaoré ressort donc de son mutisme pour l'éclaircir en disant, écoutez, il y aura élection en 2015. Donc,
dès le 30 avril prochain, il y aura révision du fichier électoral, ce qui montre quand même des premiers signes d'une élection qui se dessine, même si on ne sait pas jusqu'ici qui sera le rival de M. Compaoré, si jamais il reviendra, même si on ne sait pas juste ici si l'article 37 sera modifié ou alors le peuple sera appelé pour un référendum. Là aussi, c'est des questions que l'on se pose. Nous sommes déjà à la fin du mois de mars 2014. Monsieur Blaise Compaoré, un président que nous aimons bien, il n'a pas encore dit officiellement s'il sera candidat à la prochaine élection présidentielle prévue en 2015. Il n'a pas non plus dit s'il devait changer l'article 37 de la Constitution burkinabé. Là également, il n'y a pas encore d'informations là-dessus. Mais ce que nous savons pour aujourd'hui, c'est la mise à jour du fichier électoral à partir du 30 avril prochain. Ça, c'est de l'information que nous avons. Ça, c'est l'information que nous avons. Mais si nous faisons une lecture de la vie politique au Burkina Faso en ce moment, on va tout droit vers un changement de l'article 37, soit par un référendum, soit par le Parlement, qui est d'ailleurs acquis à la cause de M. Blaise Compaoré. Donc, quel que soit ce que la rue va faire, si le pouvoir en place décide de faire quoi que ce soit, le pouvoir va le faire. C'est comme dans plusieurs d'autres États où vous avez des parlements largement majoritaires par le parti au pouvoir, dont l'opposition n'a pratiquement pas de voix là-bas. Donc vous allez voir qu'au Burkina Faso, M. Blaise Compaoré n'attend que le signal de ceux qui sont son Raoul soutien. Pépin Bella Bena, quand vous parlez également de ce parti politique de Blaise Compaoré, rappelez-vous également que depuis un certain temps, il y a une grosse scission dans ce parti politique, et justement même jusqu'à l'Assemblée nationale. Et il y a une scission de ce parti politique, mais il y a combien de députés qui ont claqué la porte? Je crois qu'ils sont 3 ou 4, si j'ai très bonne connaissance, mais qui n'en demeurent pas moins députés, parce que pendant qu'il faut voter ces lois ou quoi, les 3 ou 4 députés ne pourront pas faire la force du reste qui est là. Donc, en réalité, M. Compaoré ne peut qu'entendre le langage de la rue pour partir de ce poste. S'il ne peut pas entendre le langage de la rue, alors rien ne l'empêchera de partir. En tout cas, nous savons également que nous avons 32 dents dans la bouche, mais il a suffi en tout cas d'une seule malade pour attaquer toutes les autres dents. Alors si on imagine un peu quelques députés qui ont claqué la porte, on peut imaginer qu'une belle majorité pourrait également claquer la porte, comme le lisait l'observateur Palga, présidentiel 2015, mise à jour du fichier électoral à partir du 30 avril prochain, selon l'observateur Palga, que nous espérons avoir au téléphone dans un instant. Les membres de la commission électorale indépendante devront se déployer sur l'ensemble du territoire à partir du 30 avril prochain. Nous espérons avoir dans les quelques minutes qui viennent soit le directeur de publication de l'Observatoire Palga, soit le rédacteur en chef de ce journal. Nous allons continuer cette fois-ci avec Iwaku, les voix du Burundi. Iwaku, les voix du Burundi, qui nous parlait de risque de résurgence des vieux démons. Selon Iwaku, les analystes estiment que le Burundi regresse avec le spectre de la division ethnique et on espère que ce ne sera pas le cas de ce que nous avons vu comme hécatombe de côté du Rwanda en 1994. C'est d'ailleurs les deux tribus, les Tutsis et les Hutus, qui aujourd'hui semblent encore être à couteau tiré au Burundi. On ne sait pourquoi pas, mais là c'est encore la bataille des politiciens. Rappelez-vous, les divisions ethniques, les tractations politiques, le durcissement du ton et du climat. Voilà la situation au Burundi que M. Pierre Nkurunziza semble être responsable aujourd'hui, parce qu'il a été accusé par une certaine opposition qui pense que le jeu démocratique n'est pas tout à fait lisible au Burundi. Vous allez d'ailleurs voir ces militants du MST, le mouvement pour la solidarité et le développement, qui ont été condamnés à des peines assez lourdes parce que voulant revendiquer leurs droits, s'exprimant lors d'un meeting le 8 mars, voulant demander au gouvernement de négocier avec eux pour amener une espèce de liberté de ton au Burundi. Cela n'a pas été le cas. Ça a plutôt été finalement la situation inverse, c'est-à-dire la représaille et puis les emprisonnements qui s'ensuivent. Donc c'est une situation que l'on déplore au Burundi. Vous allez d'ailleurs constater que l'UPRONA, qui était encore comme l'un des partis politiques qui résistait encore au pouvoir, a pratiquement claqué la porte. Donc il n'y a pratiquement plus les opposants au pouvoir au Burundi. Ça pose un problème sérieux. Et M. Pierre Nkurunziza, qui sait très bien qu'il est à la fin de son mandat, veut retoucher la Constitution pour revenir pour un 3e mandat, soit prétendant que le premier mandat lui a été donné par les parlementaires. Ça pose un problème sérieux. On se demande donc, les démocraties africaines sont-elles des démocraties réelles ou des démocraties traditionnelles où le chef est chef
Jusqu'à la mort. Jusqu'à sa mort, le chef en tout cas, jusqu'à sa mort en tout cas, c'est selon la tradition. Mais nous savons également que le Burundi et le Rwanda ont deux destins qui se ressemblent énormément. On a toujours deux tribus. On a d'un côté les Tutsis, on a également de l'autre côté les Hutus. Et depuis un certain temps, le chef de l'État burundais, Pierre Nkurunziza, a été débouté du côté de l'Assemblée nationale, justement sur le partage même de l'économie, sur le partage des pouvoirs et surtout sur le partage même des parlementaires. Donc aujourd'hui, on peut imaginer que dans les années à venir, pour ne pas dire dans les jours à venir, les choses pourront rentrer dans l'ordre si et seulement si il ne ratifie pas ou bien ne change pas l'article. Non, mais en réalité, tel que nous lisons la situation au Burundi, les choses vont plutôt aller de mal à pire. Parce que le pouvoir en place semble être dans une logique de la représailles, dans une logique de tractation politique. Nous allons prendre le directeur de publication de l'Observateur Palga, M. Iboudou, que nous attendions depuis un certain temps. Bonjour, M. Iboudou. M. Iboudou, bonjour. Monsieur Iboudou, qui est le directeur de publication de l'Observateur Palga, il nous appelle depuis Ouagadougou, du côté du Burkina Faso, le pays des hommes internes. Bonjour, monsieur Iboudou. Quelques petits problèmes avec monsieur Iboudou, on espère l'avoir dans un instant. Oui, Raoul? Alors, on était en train d'essayer de décrypter cette situation. Non, pas de publication. Aujourd'hui, en réalité, c'est une situation extrêmement difficile. Allô? Ah oui, monsieur Iboudou, vous avez l'antenne. Bonjour. Bonjour, monsieur Iboudou. Monsieur Iboudou, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, donc, oui, donc vous vous intéressez donc à la présidentielle 2015. Oui, bonjour, bonjour. Allez-y, vous avez l'antenne. Voilà, notamment la mise à jour du fichier électoral à partir du 30 avril. Alors, je pense que c'est une opération en fait normale qui précède en fait justement les rendez-vous électoraux majeurs. Voilà, mais il faut en fait justement se dire le contexte dans lequel en fait ça se situe. Parce que normalement, si on s'en tient en fait justement à la constitution burkinabé, le président bien comporté en tout cas justement devrait être au terme de son ultime mandat en 2015. Voilà, mais vous savez qu'il y a un grand débat aujourd'hui en fait au plan national ici sur les possibilités en fait d'un référendum en vue de sauter le verrou justificatif du nombre de mandats présidentiels. Voilà, donc c'est un peu en fait justement dans ce contexte en fait que ça intervient. Et ça intervient également au moment où en tout cas certains partis de l'opposition estimaient qu'il y avait un certain retard dans le chronogramme des activités entrant dans le cadre des préparatifs de cette présidentielle-là. Donc voici un peu le contexte en fait justement dans lequel ça se situe. Et ce qui cristallise plus que cette opération, j'allais dire technique et mécanique, ce qui cristallise en fait vraiment en fait l'opinion publique actuellement, c'est essentiellement la possibilité pour bien qu'on pourrait ou non en fait de se représenter pour un nouveau mandat au terme de son mandat actuel. Merci beaucoup, monsieur Iboudou. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien L'Observateur Palga, qui vous nous appeliez depuis Ouagadougou. Directeur de rédaction de l'Observateur Palga depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Eh bien, comme le disait également monsieur Iboudou, le directeur des rédactions, il est simple comme bonjour. L'article 37. En fait, nous savons une chose simple, c'est que monsieur Blaise Compaoré, c'est son ultime et dernier mandat, selon l'article 37. Selon l'article 37, il n'a que droit à 2 mandats et il n'a pas le droit de se représenter prochainement. Nous l'avons si bien dit sur ce plateau, mais il a 2 opportunités. Les opportunités que nous voyons d'autres chefs d'État africains faire, soit modifier la constitution par le biais de l'Assemblée nationale, ou alors appeler le peuple à un référendum pour que le peuple décide si oui ou non il devrait se reconduire. C'est tout. Justement, on a le même problème du côté du Burundi avec l'article 7.
Du côté du Burkina Faso, on a plutôt l'article 37. Justement, du côté du Burundi, Pierre Nkurunziza a besoin d'effacer carrément, de changer l'article 7 pour revenir pour un second mandat, pour un autre mandat en tout cas. C'est encore un autre problème. Mais pour le Burundi, quand même, il y a possibilité que la Cour constitutionnelle se prononce. Si la Cour constitutionnelle se prononce en faveur de la candidature du président burundais, alors il va revenir en supposant que le premier mandat était le mandat des parlementaires. Si la Cour constitutionnelle estime qu'elle ne peut pas lui donner l'opportunité de revenir pour un autre mandat, alors il va appeler le peuple sur un référendum. Donc lui, il a quand même beaucoup de cartes à jouer. Il a beaucoup de cartes à jouer. On espère tout simplement que les informations, nous les aurons dans les toutes prochaines éditions de Kiosque Africa, mais surtout de grandes tribunes. Nous allons faire un tour du côté du Cameroun, précisément en Afrique centrale, avec Mutation. Yaoundé, Boko Haram fait paniquer la France. Mutation nous apprenait cette semaine que depuis quelques jours, la sécurité a été renforcée autour des bâtiments et les intérêts français dans la capitale du Cameroun. Mutation rappelait que par le passé, cette organisation terroriste et surtout islamiste avait enlevé 7 ressortissants de la famille. On parlait déjà de la famille Moulin. Ouais, Moulin-Fournier. Tout à fait. Dans l'extrême nord, précisément, dans le parc de Ouaza. En réalité, à fouiller les colonnes du journal Mutation, on constate tout simplement qu'il y a comme un fait de prudence des Français résidant au Cameroun, notamment l'ambassadrice de France qui est nouvellement arrivée au Cameroun, a trouvé mieux de renforcer la sécurité auprès des institutions françaises et tout ce qui concerne la France, c'est-à-dire leur intérêt. Exact. Alors, donc, on a constaté qu'il y a un peu un renforcement de la sécurité. Il y a l'armée, il y a la police qui a multiplié des vigilances. Il y a des embouteillages de moins en moins où se trouvent les institutions françaises sous la menace du Boko Haram, parce que, dit-on, le Boko Haram est une réelle menace pour les intérêts des Français. Raoul Pépin Bena, mais l'ambassadrice de France au Cameroun est quand même sortie de son mutisme dernièrement et elle a déclaré que c'était pas du tout une bonne information, que cela était faux. En réalité, c'est sa parole contre ce qui est en train d'être vu. Voyez-vous, je vous ai toujours dit, les hommes politiques, il faut prendre avec beaucoup de pincettes tout ce qu'ils entendent nous dire. Nous avons une chose est sûre, c'est que le président François Hollande était au Nigeria. Et au Nigeria, là-bas, il a clairement dit que la France était là pour sauvegarder ses intérêts au Nigeria face à la menace Boko Haram. C'est le cas pour le Cameroun. C'est le cas pour d'autres pays également. Nous avons Félix Bola, secrétaire de rédaction du quotidien Mutation en ligne. Bonjour Félix. Oui, bonjour. Vous avez l'antenne. Oui, bonjour. Vous avez l'antenne, Félix. Nous parlons bien sûr de votre une Boko Haram fait paniquer la France. La liaison est assez mauvaise. Non, la connexion est bonne. Allez-y, on vous écoute parfaitement. Allô On vous écoute parfaitement, Félix. Vous avez l'antenne. Mercredi dernier, nous avons titulé dans une Boko Haram fait paniquer la France. Nous avons fait l'état d'une situation assez étrange qui se vit en ce moment au niveau du collège Justin de Coulanges à Yaoundé. C'est un établissement français qui accueille des élèves français et même camerounais ici de la haute société. Il se passe que, selon nos informations, les ressortissants français établis à Yaoundé en particulier, au Cameroun en général, ont eu vent de ce que des membres de Boko Haram voudraient enlever des citoyens français pour exiger une rançon. Cette information n'est pas nouvelle, mais jusque-là, ça s'est passé en dehors de la capitale des grandes agglomérations. Ça s'est passé surtout dans les régions septentrionales. Je vous souviens qu'il y a quelques mois, l'ambassade de France au Cameroun, à travers son site internet, avait d'ailleurs demandé à tous les citoyens français d'arrêter de se rendre dans l'extrême nord. Parce qu'ils avaient des informations selon lesquelles les membres de Boko Haram s'apprêtaient à enlever des Occidentaux. Donc, à ce moment, la menace arrive jusque dans les grandes métropoles du Cameroun, où quelques membres de cette secte islamique nigériane se seraient glissés et seraient à l'affût pour enlever des étrangers, particulièrement des Occidentaux. Alors la France a pris ces dispositions, demande à ses citoyens de renforcer leur attention et leur sécurité, de ne pas sortir seuls
de toujours l'informer sur les endroits où ils doivent aller. En prolongeant un peu cette réflexion-là, on se dit on n'est plus en sécurité, même au niveau de nos grandes agglomérations. Parce que les infiltrations de Boko Haram vont plus loin maintenant que les autres septentrionales où généralement ces gens-là font des incursions et commettent des exactions. Voilà globalement sur quoi nous avons tablé notre une de mercredi dernier. Félix, moi j'ai une question pour vous. Déjà, l'ambassade française, l'ambassadrice française au Cameroun est sortie quand même et a fait un démenti sur cette information, faisant comprendre que en fait le Boko Haram fait paniquer la France en disant qu'en fait cette information n'était pas vraie et qu'il n'y avait pas une sécurité autour en tout cas des institutions françaises, pour ne pas dire le collège Coulanges, comme vous le disiez tout à l'heure. Oui. Est-ce que c'est un démenti qu'on peut accepter comme ça? Non, vous êtes d'accord avec moi que la France ne communique pas comme ça là, ouvertement sur la sécurité, les mesures de sécurité éditées à ses concitoyens. C'est normal que la France observe une sorte de réserve par rapport à ça parce que c'est des informations stratégiques. On ne s'attendait pas à ce que l'ambassade de France au Cameroun confirme. Ce serait un peu dévoiler ses propres stratégies. C'est normal. C'est normal, mais nous maintenons l'information selon laquelle il y a un dispositif spécial, en particulier autour des élèves français qui sont affiliés de Coulanges, et même dans certains établissements qui est assez discret. Mais il y a un dispositif de sécurité aujourd'hui autour des Français, de tous les ressortissants français en particulier, et les ressortissants occidentaux en général. Une dernière question, Félix. Est-ce une suite dans l'information, surtout dans tout ce qu'on a pu donner comme information avec le président français François Hollande lorsqu'il était en visite éclair du côté du Nigeria, où il a demandé au Nigeria et surtout au Cameroun de préserver les acquis des Africains? Peut-on dire aujourd'hui que c'est une suite de cette information ou de cette déclaration? Félix, est-ce que vous m'écoutez? Ma question est la suivante. Je voulais savoir, c'est une suite de l'information des déclarations du chef de l'État français François Hollande lors de sa visite éclair du côté du Nigeria, où il avait demandé au Nigeria et au Cameroun de faire le maximum d'efforts possibles de combattre le groupe islamiste Boko Haram et surtout de préserver les intérêts des Français. Il est normal que François Hollande demande la préservation des intérêts de son pays, que ce soit au Nigeria ou ailleurs, que ce soit avec Boko Haram ou avec autre chose. Vous savez, l'Afrique centrale en ce moment vit un certain nombre vit dans une certaine instabilité, avec Boko Haram, comme on l'a mentionné tout à l'heure, avec les Séléka, les Balaka, avec les coupeurs de referments, les coupeurs de route, avec les pirates en mer. Il est normal que le président français prenne des dispositions. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une chose simple. C'est normal que le président français fasse des efforts dans ce sens-là. Merci beaucoup, Félix. Je rappelle que vous êtes Félix Ebolet Bola, vous êtes secrétaire de rédaction du quotidien camerounais Mutation. Et bien sûr, Mutation, dans votre une de mercredi dernier, vous nous parliez de Boko Haram qui fait paniquer la France. C'était la grande une de ce journal. Raoul Pépin Bena, c'était une belle information, en tout cas qui était contenue dans les colonnes du quotidien Mutation. Et on se rappelle également, quand on parle de la sécurité autour des frontières du Cameroun et surtout autour des frontières des pays de l'Afrique centrale, on a l'impression qu'il y a les infiltrations déjà, comme le disait tout à l'heure Félix, des ex-Séléka, des anti-Balaka, du Boko Haram et sans oublier plusieurs autres groupes qui peuvent entrer comme ça dans le pays. On n'a pas oublié également la semaine dernière de ce groupe d'une trentaine de personnes qui sont entrées dans le Cameroun sans carte nationale d'identité, enfin avec les cartes nationales d'identité et des passeports signés par des policiers. En réalité, les frontières tout le long du Cameroun, du Nigeria, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, c'est encore des frontières poreuses, c'est encore des frontières tout à fait fragiles qui demandent à redoubler de vigilance parce que, voyez-vous, ces groupes qui parviennent à s'infiltrer démontrent quand même à suffisance que la vigilance n'y est pas démise. Mais ce qu'il faut remarquer également dans cette menace Boko Haram, c'est comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, le Boko Haram, on ne sait pas qui est Boko Haram,
On ne sait pas comment le Boko Haram attaque, on ne sait pas comment ces gens agissent, et c'est ce qui rend la situation extrêmement difficile. Sans transition, nous allons passer avec le quotidien Le Messager. Obsèque titre Le Messager, Charles Ateba Yéné en héros national. La mise en bière du sémillant homme politique s'est apparentée à une intronisation post-mortem. C'était à Yaoundé cette semaine. Le journal relevait qu'aucun membre du gouvernement n'était présent à la levée de corps. J'espère que tout le monde, que nous allons avoir une personne du quotidien Le Messager dans un instant. De toute manière, on remarque quand même qu'une procession a eu lieu de l'hôpital général jusqu'au boulevard du 20 mai. Un important dispositif sécuritaire a d'ailleurs encadré cette marche qui a failli tourner un moment soit peu au vinaigre. Parce que, voyez-vous, les anti-émeutes, lors du carrefour Ouaddar, se sont interposés à la marche voulant changer l'itinéraire du parcours. Alors, les jeunes se sont interposés pour leur dire non. Nous avons un parcours bien acheminé et nous entendons aller jusqu'au bout. Alors, dans leur intention, les anti-émeutes pensaient que le fait que le cortège et toute cette marmaille de personnes qui suivaient le cortège du feu Charles Ateba Yéné allait perturber quelques bâtiments ministériels. Quand on sait quand même la posture du centre-ville de Yaoundé, on sait quand même qu'il y a une forte concentration des ministères en ce moment, et on se demandait bien est-ce que cela n'allait pas perturber. Qu'à cela ne tienne, il y a eu négociation et finalement le cortège a pris l'itinéraire tel que prévu, est arrivé au boulevard du 20 mai. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est quand même cette sortie tout à fait spectaculaire de jeunes qui sont venus dire au revoir à leur héros national. Des badauds, ça il faut également le dire. Ils sont venus dire au revoir à leur héros national. N'oubliez pas que Charles Ateba Yéné était quand même un personnage qui jeûnait un tout petit peu parce que, à part ses vérités et parfois ses contre-vérités, et il mettait quand même la scène sociopolitique en branle au Cameroun. Donc il faut remarquer avec beaucoup d'aisance, on n'a pas quelqu'un au téléphone. Alors il faut remarquer avec beaucoup d'aisance que ce monsieur aujourd'hui, finalement, l'histoire a pu écrire quand même. On a quand même pu enregistrer dans les lettres d'or de l'histoire que Charles Ateba Yéné avait vraiment des gens qui le soutenaient. En tout cas, vous allez également remarquer à la grande une du quotidien Le Messager, le quotidien camerounais, quand on parle de héros national, ce n'est pas un héros H-E accent aigu R-O-S, mais on vous parle de héros H-E accent aigu R-A-U-T. C'est un animal. En réalité, ce ne sont pas des mots qui se diffèrent par une grande... Non, c'est quasiment la même chose. C'est quasiment la même chose. C'est qu'il a retourné. C'est quasiment la même chose. On va remarquer quand même, et c'est une information, Charles Ateba Yéné sera inhumé tout à l'heure là à Bikoka, dans son village natal, où en ce moment, je crois qu'il y a une cérémoniale qui est en train d'être tenue pour lui dire ses adieux définitifs. Définitif. Et puis on notait également avec le quotidien Le Messager qu'il n'y avait aucun membre du gouvernement pour représenter soit le gouvernement, soit le chef de l'État camerounais, ni soit également il y avait quand même un représentant de leur parti politique. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a été représenté par un certain David Nkoto Emane, qui est aujourd'hui directeur général d'une société de téléphonie au Cameroun qu'on appelle Camtel. Donc, et en ce moment, il y avait un conseil de ministres qui était en train de se passer du côté de l'immeuble Étoile, dont on ne peut pas prétendre que les membres du gouvernement, par leur propre foi, ont refusé de se rendre à la morgue de l'hôpital général. Et puis nous passons également avec un autre quotidien, cette fois-ci un quotidien guinéen, Kaloum Presse, du matériel médical envoyé pour contrer la fièvre Ebola au sud de la Guinée. L'annonce était contenue dans les colonnes du quotidien guinéen Kaloum Presse qui précisait que les autorités mettent tout en œuvre pour enrayer le phénomène qui a déjà fait 59 morts. Aujourd'hui, le phénomène est déjà pratiquement 66 morts, d'après les chiffres que nous avons pu regrouper jeudi dernier. C'est quand même un phénomène éclaboussant que la Guinée-Conakry est en train de vivre en ce moment. La fièvre Ebola, qui perturbe de part pratiquement 1 à 2 semaines aujourd'hui, amène certains pays à prendre déjà des dispositions telles que la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Libéria qui semblent également être touchés par cette fièvre Ebola. N'oubliez pas qu'au Libéria, on a détecté 9 cas, dont 5 cas mortels qui paraissent aujourd'hui tout à fait évidents. Il faut remarquer également que le virus Ebola ne vient pas pour la toute première fois. C'est pareil, une autre apparition, sauf que cette fois-ci, cela a un grand jeu dans l'Afrique de l'Ouest. Nous avons un appel depuis l'Angola. Bonjour. Ce qui se passe en Afrique, le problème est simple. Ma sœur. On vous écoute. So,
Ce qui se passe en Afrique, le problème est simple. Pour les présidents africains, il faut savoir que la façon que ces présidents-là gouvernent, Ah, on me dit qu'il est parti, on espère simplement qu'il va revenir. Il parlait des problèmes des présidents africains, surtout des chefs d'État, sûrement. Il faisait allusion pour ceux-là qui voulaient changer les articles de la Constitution. On parlait bien sûr du président burkinabé Blaise Compaoré qui veut changer l'article 37 de la Constitution qui ne lui permet plus de se représenter puisque c'est son dernier et ultime mandat. Et sans oublier bien sûr le président burundais Pierre Nkurunziza qui lui a besoin carrément de changer l'article 7 de la Constitution pour revenir pour un autre mandat. On rappelle également que N'oubliez pas également Joseph Kabila du Congo, de la Kinshasa. RD Congo et sans oublier bien sûr Abdelaziz Bouteflika qui lui, il n'a pas un souci. Mais il a quand même fait en 2005. Et Paul Biya du Cameroun l'a fait en 2011. Donc ils sont nombreux comme ça qu'on peut citer des chefs d'État qui ont remodifié la Constitution pour se représenter. En tout cas, nous sommes encore là avec Kaloum Presse qui nous parlait tout simplement de la fièvre Ebola qui a déjà tué près d'une soixantaine de personnes et des mesures ont été prises en tout cas pour trouver les voies et moyens pour combattre en tout cas, essayer de réduire la mort en tout cas de ce côté-là. Il faut dire que la fièvre Ebola, lorsque le virus vous pénètre, vous avez maxi 72 heures pour vivre. Donc, aussitôt que vous sentez que vous avez des fièvres, allez rapidement dans un centre de santé pour vous faire examiner parce que ce n'est pas de la blague. Il y a 103 cas qui ont été détectés en Guinée-Conakry et il y a déjà près de 66 morts. Voyez-vous, donc c'est dangereux. Il y a 9 cas qui ont été détectés au Libéria. On parle de 5 cas mortels. Il y a la Côte d'Ivoire qui n'a pas de cas détectés. Il y a également le Sénégal qui n'a non plus de cas détectés, mais qui prennent des mesures pour permettre, n'est-ce pas, au virus de ne pas pénétrer sur leur territoire. Voyez-vous, parce que c'est des pays quand même voisins à la Guinée-Conakry. Donc c'est une épidémie qui ne joue pratiquement pas, qui est là pour tuer. En tout cas, déjà parlant de l'épidémie d'Ebola, cette épidémie s'est amplifiée du côté de la Guinée-Conakry et les voisins de la Guinée-Conakry ont pris des mesures et sont aujourd'hui fortement inquiets. On parlait du matériel médical envoyé pour contrer la fièvre Ebola au sud de la Guinée. L'annonce a été faite en tout cas par nos confrères de Kaloum Presse cette semaine qui précisait que les autorités mettent tout en œuvre pour enrayer le phénomène qui a déjà fait 59 morts. Nous avons toujours cet appel depuis l'Angola. On espère que cette fois-ci, la personne va rester. Bonjour. J'allais dire au président que Compaoré, il n'est pas venu au Burkina Faso pour commander ce pays. C'est pas le patrimoine de son père et sa mère. On vous écoute, vous avez l'antenne. Il doit comprendre que l'Afrique a un problème de changement. S'il fait ce contrat avec ce Français pour rester immortel sous ce temps au Burkina Faso, il se ment. Ce sera nous crée conflit, ce sera nous crée de guerre, ce sera nous crée tout ce tragédie, ces décisions que nous avons aujourd'hui. Il peut s'en servir de sa richesse avec Richard Delors aujourd'hui, qui s'en sort, il n'a pas changé l'article 37. Ce n'est pas la construction de sa famille ou de son père ou sa mère, c'est pour un État. Qui sort, qui part, qui laisse celui qui va le remplacer. C'est ma contribution. Merci. Merci beaucoup. À vous également et surtout, bon week-end. C'était un appel tout droit de vous voyez que chacun a son problème finalement. Chacun a son problème finalement. C'est terrible ça. En tout cas, selon ce téléspectateur qui nous appelait depuis l'Angola, ce n'est pas la constitution de son père, ce n'est pas le siège de son père ni de sa mère. C'est la constitution lui demande de ne pas se représenter. Il n'a plus le droit de se représenter. On espère tout simplement que monsieur Eli Ounia Camara, rédacteur en chef du quotidien Kaloum Presse, on l'espère l'avoir tout à l'heure au téléphone pour en parler également de ce problème du virus Ebola, de cette fièvre hémorragique qui sévit actuellement du côté de la Guinée-Conakry, mais qui commence également à inquiéter les voisins de ce pays. Tout à fait.
Allons-y avec Ekila Africa qui nous parle également du Nigeria cette semaine. 8 morts dans un double attentat islamiste à Maïdougouri. Ekila Africa nous disait que parmi les victimes, 5 policiers ont trouvé la mort. Ces attentats ont été attribués au groupe islamiste Boko Haram. Alors, lorsque Ekila Africa dresse quand même un bilan depuis le début 2014, le journal nous dit qu'il y a... Raoul, je reviens avec vous tout à l'heure si vous me permettez. Nous avons Madame Justine depuis le Gabon. Bonjour Madame Justine. Madame Justine depuis le Gabon, bonjour. Merci. Oui, merci. Je dis d'abord bonjour aux panafricanistes. Alors, merci. J'appelle pour participer dans l'émission sur la maladie Ebola. Je pense qu'ici au Gabon, nous avions eu... Madame Justine, qui nous appelait depuis Libreville, au Gabon, est partie. On espère qu'on va la revoir et surtout la voir encore dans un instant. Vous voulez nous signaler un cas Oui, déjà, il y a eu un sérieux problème déjà au Gabon il y a quelques années aujourd'hui. Mais les choses sont rentrées en tout cas dans l'ordre. On espère que tout à l'heure, nous allons la voir au téléphone. On parlait bien sûr aujourd'hui de Ekila Africa qui nous faisait comprendre qu'au cours de cette semaine, des 8 morts dans un double attentat à Maïdougouri. Déjà, Ekila Africa nous disait que parmi les victimes, il y avait 5 policiers qui ont trouvé la mort. Ces attentats ont été attribués en tout cas au groupe islamiste Boko Haram. Alors, les confrères d'Ekila Africa ont quand même dressé un bilan qui est tout à fait effrayant. Depuis le début de l'année 2014, il y a déjà 700 cas. Raoul, je pense qu'on a un appel depuis le Mali qui a besoin de s'intéresser à Boko Haram. Bonjour. Allô, bonjour. La personne est également partie. On espère qu'ils vont arriver. Vous avez 2 numéros, mesdames, messieurs. Vous avez 2 numéros qui s'affichent en bas de votre écran. Vous choisissez l'un d'eux. Vous nous appelez. Vous allez nous avoir. Bon, on était en train de dire que Ekila Africa a choisi quand même de dresser un bilan. Et le journal s'en va constater qu'il y a 700 victimes. Je dis bien des morts. Depuis l'année 2014. On ne parle pas de 2013. On parle de l'année 2014 où le Boko Haram a déjà tué 700 personnes. Et n'oublions pas ces milliers, des centaines de déplacés qui cherchent où dormir, où aller trouver refuge parce que la secte islamiste Boko Haram ne donne pas du sommeil aux gens. Alors, on remarque donc avec beaucoup de peine que c'est une secte qui a quand même ses modes d'attaque, ses modes d'attaque, qui a sa manière de fonctionner et qui échappe à la vigilance des forces de l'ordre nigérianes qui sont, il faut le dire, très enragés contre le Boko Haram. Et avec la complicité des pays qui pratiquement parcourent le bassin, c'est-à-dire dans la zone maritime, vous voyez que le Boko Haram parvient quand même à s'infiltrer malgré cette armada de sécurité. Donc c'est dire, c'est des gens qui ont certainement des ramifications également sur des plans politiques. Parce que vous ne pouvez pas agir de cette manière si vous n'avez pas des informations qui ne vous viennent pas des informateurs infiltrés. Donc ça pose un problème sérieux. Qui finance, qui soutient le Boko Haram? Qui finance le Boko Haram? Pour quel objectif? Autant de questions que nous nous posons et nous nous demandons. Il faut qu'il y ait regroupement des Parlant forces. de Boko Haram, on nous appelle depuis le Nigeria. Bonjour. Allô, bonjour. Je vous l'ai encore dit tout à l'heure, dans un instant, vous avez 2 numéros qui s'affichent en bas de vos écrans. Vous pouvez nous appeler à un de ces numéros parce que tout le monde est intéressé en tout cas par l'affaire du Boko Haram, puisque le Boko Haram, on en parle un peu trop depuis déjà. On parlait déjà avec le quotidien Camerounais Mutation tout à l'heure. On parlait également avec Ekila Africa qui nous disait qu'au Nigeria, 8 morts dans un double attentat islamiste à Maïdougouri. Ekila Africa nous disait cette semaine que parmi les victimes, il y a 5 policiers qui ont trouvé la mort. Ces attentats ont été attribués au groupe islamiste Boko Haram. Puisque nous en parlons, nous allons faire un petit tour du côté de la Centrafrique en RCA avec le journal de Bangui. 1 an après le coup d'État du 24 mars 2013, les efforts internationaux pour s'attaquer à la crise demeurent insuffisants, nous apprenait le journal de Bangui cette semaine. Journal de Bangui qui dressait un bilan. Selon nos confrères, il existe une nécessité urgente de mettre fin à l'impunité. 24 mars 2013, 24 mars 2014, cela fait 1 an exactement que Michel Djotodia a bouleversé clairement le pays. Voilà, et ces hommes sont allés bouleverser la République centrafricaine, tuant au passage des milliers de Centrafricains qui n'avaient pas besoin d'un coup d'État en ce moment précis. Raoul Pépin Benabena, je pense que la dame qui nous appelait depuis tout à l'heure du Gabon est là. Bonjour. Ok. C'est un homme plutôt. Bonjour. Allô, bonjour. Vous avez l'antenne. Bonjour. Oui, vous avez l'antenne, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour, vous avez l'antenne, nous vous écoutons. Oui, j'appelle depuis le Gabon.
Vous avez l'antenne. Allô? Bonjour, vous avez l'antenne. Allez-y, on vous écoute. Je pense qu'on a toujours quelques petits problèmes avec le Gabon et surtout le Nigeria. On espère que les deux pays vont faire le maximum possible de nous joindre dans un instant puisque le temps nous est imparti, le temps nous tient à la gorge et nous avons encore quelques petites minutes seulement avec nous. Le temps passe très vite, vous parlez tout à l'heure. D'accord, depuis Libreville, bonjour. Allô, bonjour. Oui, allô. Oui, bonjour, je vous écoute. Bonjour, monsieur. Bonjour, allez, vous avez l'antenne. Cette émission ne nous parle pas des problèmes du Cameroun. Il nous parle du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et autres. Les Camerounais ont du mal à joindre les deux bouts. Allez-y, nous vous écoutons. Rappelons déjà que pour celui qui dit que le Cameroun a du mal à joindre les deux bouts, nous ne faisons que faire le travail que nous faisons déjà avec les unes des journaux et quotidiens qui paraissent sur le continent noir et un peu partout dans le monde, si et seulement si nous avons le temps, parce que nous n'avons que 90 minutes pour cela. Alors, Hassan Anatan, bonjour. Oui. Allez-y, on Voilà, vous écoute, Hassan. je m'appelle Ousmane Alassane. Alassane, oui, bonjour. Vous avez l'antenne, Alassane. Oui, donc le problème de Boko Haram, des gens ils ne comprennent, ils ne connaissent pas qu'est-ce que se passe pour Boko Haram. Oui, et même le Nigeria, ils ne connaissent pas ça, c'est Nigeria, ah, ça c'est Camerounais, ça c'est machin. À tant que quand tu es musulman, tu deviens tout pour eux. Voilà. Donc, c'est le problème qui a amené de Boko Haram. De Boko Haram, de plus de Boko Haram, ils ne sont pas de Nigeria. Ils sont, par exemple, des pays voisins, des pays jusqu'à Soudan, Tchad, Niger, machin. Il faut quand même savoir. Il y a l'ancien qui connaît ça, c'est notre, par exemple, notre ethnie, notre machin. Moi, il n'a pas, parce qu'il faut faire des différences des gens. C'est pour cela que les gens de Boko Haram, ils sont des bandits. Ils n'ont rien, ils ne sont même pas de Boko Haram. Quand tu vas partir là-bas, je crois que j'aime bien passer, je suis passé là-bas avec la voiture, je vois que des gens là, comment ils sont des étrangers. Ils sont des étrangers avec quelques Nigériens qui n'ont pas peut-être de travail et des machins. C'est ça le problème du Nigeria. Parce qu'il faut connaître comment il y a des chefs de village. Chef de village, il va connaître ça, c'est de telle ethnie, ça c'est de telle ethnie, ça c'est de telle ethnie. Oui. Bon, et c'est pour cela Boko Haram, quand vous regardez par exemple, quand vous regardez les années 70, machin, et tous les Nord de Camerounais, ils ne sont pas musulmans, et maintenant tout le monde il devient musulman, tout ce qu'il me dit, il fait comme le mouton, comme le cabri, comme par exemple, c'est ce qui se passe tout dans les pays africains. Yeah? Donc, il ne cherche pas vraiment le chef de village. Il va savoir, ça c'est vraiment de mon village, il faut qu'on va savoir pourquoi il fait ça, qu'est-ce qui l'embête. Hein? Merci beaucoup, Alassane. Oui. Je rappelle que vous nous rappeliez depuis... Merci beaucoup, Alassane. Je rappelle que vous nous rappeliez depuis le Nigeria, Alassane, qui nous faisait comprendre que le Boko Haram, ce n'est pas seulement les Nigérians. Il y a également les Tchadiens, il y a les Nigériens, il y a pas mal de pays qui viennent de voisins. Il y a également même les Camerounais, apparemment. Non, nous avons dit sur ce plateau que le Boko Haram est difficilement identifiable. Exactement. On ne sait pas qui exactement est Boko Haram. Le moyen, le tactique, le technique, les technicité, ça pose problème. Donc, il dit exactement ce que nous avons déjà dit sur ce plateau. Exactement. Il dit exactement ce que nous disons tous les jours. Journal Le Bangui, bien sûr, qui nous parlait de 23 mars et surtout 24 mars 2013 et 24 mars 2014. Un an déjà que Michel de Todia a bouleversé clairement la Centrafrique. Et aujourd'hui, il existe une nécessité urgente de mettre fin à l'impunité. Terminons déjà par El Watan, l'armée forcée
forcés de maintenir le statu quo, titrait El Watan, reprenant Mouloud de Amrous. L'homme politique faisait le point de la situation algérienne et regrette le fait que l'armée ait choisi la neutralité. Alors, mais en réalité, il regrette le fait que l'armée ait choisi la neutralité, mais l'armée est restée dans son élément. L'armée n'est pas là, ce n'est pas parce qu'en Égypte, l'armée a agi pour enlever quand même un chef d'État démocratiquement élu que cela devrait être partout. Exactement fait. Donc, en réalité, l'armée algérienne a été républicaine, l'armée a joué son rôle. Maintenant, au peuple d'aller sanctionner M. Bouteflika et lui dire, comme vous êtes entêté à vous présenter, nous ne vous votons pas, c'est tout. Et terminons également avec Al-Aram qui nous disait que 529 promotions ont été condamnées à mort au terme d'un procès qui n'a que fait 2 jours. Al-Aram nous disait qu'il s'agissait pour la plupart des membres de la confrérie des frères musulmans, les journalistes d'une chaîne réputée pour son soutien aux frères musulmans. Et une décision qui inquiète en tout cas la communauté internationale depuis certains jours. Et rappelons également qu'il y a également 600 autres personnes qui sont toujours dans la même situation et qui vont avoir leur verdict en avril prochain. La communauté internationale semble impuissante face à cette situation parce que l'Égypte, étant un maillon très fort dans la résolution du conflit israélo-palestinien contre la Palestine, donc c'est un problème très sérieux. Les États-Unis regrettent tout simplement le fait que les Égyptiens ne reviennent pas rapidement à une démocratie normale, c'est-à-dire remettre sur pied les institutions, mais ne disent rien de ces condamnations qui les arrangent. Mais nous avons quand même vu le secrétaire d'État américain John Kerry faire un tour du côté de l'Égypte. Oui, mais il n'est pas allé dire à monsieur Al-Sisi, par exemple, d'arrêter de condamner des gens. Non. Et il est certainement allé renforcer une coopération encore avec l'Égypte et parler d'autres choses qui n'ont rien à y voir avec cet acharnement contre les frères musulmans. Raoul Pepa Bella, on nous fait de grands signes de la main, nous allons mettre la clé sous le PS. En tout cas, notre temps est arrivé. Malheureusement, nous n'avons pas pu faire le tour de nos unes qui ont été choisies ce matin, mais nous pensons que nous avons fait l'essentiel et que nous allons donner rendez-vous la semaine prochaine. Même la plus belle femme du monde ne peut que donner ce qu'elle a. Ce qu'elle a, effectivement. Nous n'avons que pu donner ce que nous avons et on ne nous en demandera pas plus. On ne va pas en donner un peu plus, même le ciel le sait déjà. Mesdames, messieurs, comme le disait Shakespeare, que tu sois d'une chasteté transparente comme la glace, d'une pureté de neige, tu ne réussiras jamais à échapper à la calomnie. Il est bon de se quitter pour mieux se retrouver. Mesdames, messieurs, restez sur Afrique Média. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous et à lundi dans le cadre de Kiosque Africain.